Nous revenons donc à notre débat sur ce fameux sommet entre la Chine et l'Afrique, c'est-à-dire un pays et tout un continent, ce qui est un peu absurde, mais on est déjà dedans. Je disais donc qu'on voit bien que certains pays africains, j'en connais, qui ont fait des réalisations, je suis d'accord, mais chaque pays a son type de problème. Il ne faut pas les confondre. Les pays comme le Nigeria, la plupart du temps, construisent certaines choses à partir de la recette du pétrole. Quand le Nigeria produit 1000 barils aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit 1000 barils de pétrole aujourd'hui. Quand le Nigeria et la Côte d'Ivoire vendent les 1000 barils, ça fait 2000 barils. Le Nigeria récupère l'argent des 1000 barils et l'investit dans un métro, ou dans une université, ou dans un hôpital, ou dans une autre affaire. Mais la Côte d'Ivoire, quand elle vend les 1000 barils, doit forcément déposer la moitié de l'argent dans un compte auquel elle n'a pas accès. Elle n'a pas accès. Donc la Côte d'Ivoire reste que dans sa main que la moitié de l'argent. Supposons que les 1000 barils ont coûté 1 milliard de dollars. C'est un exemple. La Côte d'Ivoire va pouvoir utiliser sur le milliard de dollars que 500 millions de dollars. Alors que le Nigeria aura à sa disposition le milliard de dollars en fait. Donc, si on doit construire une université avec 500 milliards de dollars, la Côte d'Ivoire, quand elle vend 1000 barils, ne peut construire qu'une université, pendant que le Nigeria peut construire 2 universités. Donc imaginez, après 2 ans, si on fait le même scénario chaque mois. Il y aura donc, à un moment donné, plus d'universités au Nigeria qu'en Côte d'Ivoire, c'est normal. À cause du système CFA que nous-mêmes avons volontairement accepté. Voilà pourquoi on dit toujours, c'est bien beau de voir un président faire des choses, mais il faut savoir ce qu'il fait. Oui, la Côte d'Ivoire doit faire des ponts, des échangeurs, une autoroute, un métro qui est à venir, je suis d'accord. Aucune de ces infrastructures n'est construite sur nos fonds propres. On n'est pas allé vendre du pétrole pour construire un métro. Ce n'est pas issu de la recette du cacao, ni du café, ni de l'EVA, ni du pétrole. Et j'informe les Ivoiriens qui n'aiment pas faire des recherches et qui sont très souvent ignorants. Aujourd'hui, la première recette d'exportation en matière d'argent recueillie par les caisses du Trésor de la Côte d'Ivoire, c'est le pétrole. C'est ni le café, ni le cacao. Donc dire que le café et le cacao sont les mamelles de l'économie ivoirienne, ça c'est le discours du passé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait plus de recettes avec son pétrole qu'avec son café et cacao. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas bénéficier de sa manne pétrolière parce qu'à cause du CFA, qui est défendu par celui qui est au pouvoir justement, et il le sait très bien. Donc quand il vend 1000 barils aujourd'hui, il ne dispose que pour dépenser dans son propre pays que l'argent de 500 barils. Déjà, amputer même ton propre budget de moitié pour rien du tout, te grève dans tes affaires et dans ton développement. Ce qui pousse donc le président Ado à aller chercher des crédits partout. Donc, il cherche des crédits qu'on va rembourser. Mais on ne les met pas dans des structures qui rapportent de l'argent, qui va permettre donc de générer de l'argent et de rembourser le crédit sur le fonctionnement de ce qu'on a fait. Mais c'est juste des crédits qu'on appelle, moi j'appelle des crédits d'investissement, mais sans retour. Le pont à péage, Henri Konan Bédié, l'année passée a fait un déficit de 16 milliards de francs CFA suite aux accords que nous avons signés avec les exploitants de ce pont. La Côte d'Ivoire a payé toute la différence par manque à un manque. Et c'est le même contrat qui est reconduit avec le métro. Donc on a encaissé avec la France 1000 milliards de francs CFA pour un métro, alors qu'on sait très bien que les recettes du métro ne pourront pas payer l'argent du métro. C'est-à-dire, on a investi dans un métro qui va générer de l'argent, mais la recette ne pourra jamais payer le crédit pris. D'ailleurs même, c'est l'État ivoirien qui va toujours compenser la différence quand on va pas atteindre la différence et on ne va jamais l'atteindre d'ailleurs, comme pour le pont à péage. Finalement, ces crédits deviennent une épine dans les pieds de ceux qui viennent après lui. Quand tu prends un crédit pour construire une usine qui va rapporter, en ce moment tu peux rembourser avec les recettes de l'usine. Mais quand tu prends du crédit pour construire quelque chose qui va te rapporter de l'argent, il faut maintenant songer à sur quoi tu t'appuies pour pouvoir rembourser ces dettes. Au PPTE, on était à 3 000 milliards de francs CFA environ, à 4 000 maximum comme dette. Quand on signe le PPTE en 2011-2012, bien. Nous sommes en 2018, on était à plus de 11 000 milliards de dettes. Ces 11 000 milliards de dettes qui ont été prises par la Côte d'Ivoire ne peuvent pas être remboursées sur fonds propres parce qu'on n'a pas mis dans des projets qui génèrent des fonds. On a mis dans des projets qui ne génèrent aucun fonds.
Voilà le problème qui se pose. C'est ça le problème. Parce que quand l'autoroute du Nord s'est trouvé abîmé, le fonds d'entretien routier, le FER, n'a pas pu trouver de l'argent dans ses caisses pour régler l'autoroute, mais c'est normal. Les gens voient ces affaires de 500 000 francs comme de l'argent en fait. Quand vous soustrayez dans cet argent le salaire de ceux qui gèrent même la structure, on a l'argent de nous blaguer, ils restent plus dans les caisses avec nos propres démagogies, nos propres gaspillages pour réparer un trou dans une route. On n'a plus ces moyens après. Donc ça fait que finalement, on taxe les conducteurs sur des projets qu'on a investis, mais on se rend bien compte que l'argent que ces personnes donnent pour le projet ne suffit à peine même à payer le salaire de ceux qui y travaillent. Par conséquent, on s'est endetté pour faire une autoroute qui est à péage, mais les recettes du péage suffisent à peine à entretenir la structure même qui gère le péage. Finalement, il faut trouver encore une autre ressource ailleurs pour pouvoir payer le crédit de l'autoroute. Voilà d'où viennent donc les multiples déplacements du président à la recherche d'un crédit pour boucher l'autre crédit. Un crédit pour boucher l'autre crédit. Un peu comme quelqu'un qui va chez les margouillards. Il va chez un margouillard aujourd'hui, il prend 200 000. Comme il ne peut pas payer son salaire qui est de 150 000, il va chez nos margouillards, il prend 300 000. Il reste pour le gars 200 000, il a 100 000. Il va chez nos... C'est ce qu'il fait. Il n'y a pas de différence. Et le plus grand margouillard, c'est la FMI. C'est le FMI, le plus grand margouillard de tous les margouillards sur Terre. Il veut dire le plus grand de tous les usuriers sur Terre, c'est le FMI. C'est pour ça que le FMI donne facilement l'argent parce qu'il est sûr d'en trouver toujours à cause du CFA. Mais bien sûr, quand il va partir du pouvoir, ceux qui vont venir après lui vont se gratter la tête comment ils vont rembourser cet argent. C'est pour ça qu'il faut s'endetter que pour utiliser cet argent pour faire dans les choses qui rapportent de l'argent. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas prendre de l'argent à crédit pour construire une autoroute. Il faut construire sur les fonds propres des recettes qu'on fait. Mais pour pouvoir bénéficier de nos recettes à plein temps, à plein volume, il ne faut pas avoir le CFA comme monnaie. Parce que les conditions de CFA sont trop drastiques. Et ça tue notre économie. La misère des peuples d'Afrique francophone est liée au CFA, pas à la gestion des présidents. Ce n'est même pas eux qui gèrent le pays. C'est ce qu'il faut chaque Ivoirien, chaque Burkinabé, chaque Malien, chaque Sénégalais, chaque Togolais, Béninois, Tchadien se mettre en tête, chaque Camerounais. Nos présidents n'ont rien à voir avec la gestion économique de nos pays. On les assigne des conseils techniques qu'on ne voit jamais avec eux, mais qui sont au palais présidentiel secrètement. C'est eux qui leur demandent de faire quoi que ce soit avec l'argent qu'ils gagnent par jour. Et quand ils refusent, un rapport sort contre eux. On a vu Gbagbo ici. D'autres disent que les panafricanistes l'ont critiqué, il critique la France-Afrique. Mais il a été le premier à appeler la France pour venir jouer son rôle de défenseur de la Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire a attaqué. Il s'est rabattu sur la France. La France s'est interposée les premiers jours du conflit armé en 2002 sur appel de Gbagbo. Pourtant, il est contre la France. Il est contre la France-Afrique. Mais il appelle la France pour appliquer des accords que lui-même il critique. Ça, c'est de 1. De 2. Le CFA dont on parle aujourd'hui, que les Kémy Seba racontent aujourd'hui, tous les panafricanistes, les activistes, parlent du CFA. Gbagbo est un panafricaniste, je suis d'accord. Mais le dernier accord du CFA en 2016 signé à Dakar, là, qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est pas Gbagbo. Mais il a signé un accord dans lequel lui-même stipule, on lui dit, la seule voie de sortie du CFA, c'est de faire la guerre contre la fin de gagner la France. Là, tu peux sortir du CFA. Et il a dit oui. Mais après, quand il est parti à Dakar pour signer l'accord, il n'a pas dit à Ivoirien partir à Dakar pour signer tel accord. Hein. Quand il est encore revenu, il n'a informé personne qu'il a signé des accords qui nous mettaient l'accord au cou et que pour sortir du CFA, il fallait qu'on fasse la guerre pour sortir. Mais quand les élections approchaient pour faire un peu de campagne de tapage politique, il dit je suis contre le CFA. C'est ça qui nous plombe. On doit être autonome. Mais non, il ne fallait pas signer les accords de 2007. Moi, à sa place, je n'aurais pas signé ces accords. Quitte à ce qu'on me fusille sur place. Mais au moins, on aurait su que je ne suis pas d'accord avec ce qu'on nous disait. Je n'aurais pas signé ces accords. Mais il a signé. Après, il vient nous dire que non, lui, il est contre le CFA. Il n'est pas contre le CFA, il n'aurait pas signé. Donc, soyons conséquents avec nous-mêmes, on va nous respecter. C'est lui-même qui allait à Marcoussis, qui a accepté la Marcoussis. Et il a expliqué pourquoi il allait à Marcoussis. Parce que dans le texte de Marcoussis, on lui disait que dès que l'accord est signé, les rebelles vont désarmer. Bon, quand tu es un peu enfant politique, tu crois au Père Noël. Or, il avait toutes les informations que c'est un coup d'État manqué contre sa personne qui a conduit à cette forme de rébellion. Et c'est ceux qui ont manigancé le coup d'État qui l'ont convoqué pour signer des accords
alors qu'ils ont déjà financé un coup d'État qui doit forcément aboutir. À quoi donc s'attendait-il quand il parlait à Marcoussis? Mais vous voyez, sa démarche, il est contre le franc CFA, il est contre la France-Afrique, il est contre l'hégémonie de la France sur la Côte d'Ivoire, mais c'est lui qui court aller en France pour assister à des négociations entre lui et les rebelles. C'est cette dichotomie dans son discours, entre le discours et les actes, qui lui a créé tous ces problèmes après. Ce manque de constance dans l'affaire politique qui lui a coûté toutes ces affaires après. Sankara est toujours constant qu'à la fin. Mais eux, ils ne sont pas constants. Donc la Chine ne vient pas en Afrique en ami. La Chine avait nos ressources premières. Parce que la Chine sait très bien qu'on ne forme aucun cadre pour transformer nos matières premières pour nous-mêmes. Et la Chine ne va jamais nous proposer de construire des universités technologiques en Afrique. Vous venez dans les accords Chine-Afrique, il n'y a aucune construction d'université, jamais. Il n'y a aucun transfert de technologie, rien. Rien. Tout ce qu'ils nous disent, on vous donne de l'argent pour gaspiller, pour blaguer vos peuples avec. Mais ils ne vont jamais nous transférer aucune technologie. Pourtant, eux, ils ont reçu la technologie des Européens. Parce qu'ils font des ordinateurs, ils font des téléphones. Je ne crois pas que les téléphones chinois soient conçus avec des matériaux qui n'existent pas en RDC aujourd'hui. Ils utilisent le même coltan pour faire les appareils de Chine que les appareils d'Europe. Et les Chinois sont présents de manière clandestine dans l'est du Congo pour exploiter le coltan. Il y a des vidéos qui existent dessus. Ils se font passer pour des hommes d'affaires, mais ils sont là pour exploiter le coltan. Ils financent des milices qui maintiennent les enfants dans la servitude. Et que les enfants sont là exploitants de coltan. On a la vidéo de ça. Arrêtons de rêver. Le sommet Chine-Afrique est l'équivalent du sommet France-Afrique. Il n'y a aucune différence. Parce que la France livre chaque année à la Chine, en payant l'Afrique, sous ordre de la Chine, ce dont elle a besoin pour son développement et son entretien. La France pille l'Afrique avec la bénédiction de la Chine. Parce que tout le rang qu'on pille au Niger, qu'on pille au Mali, la France livre 9 000 à 10 000 tonnes chaque année à la Chine. Et la Chine sait très bien que c'est en payant mal le prix de l'uranium, en exploitant le peuple du Niger et le peuple du Mali, qu'eux, ils ont cet uranium. Mais après, vous convoquez pour dire, calmez-vous les enfants, la France vous pille, c'est vrai, mais tenez 100 milliards de dollars pour essuyer vos larmes. Pourquoi la Chine n'est pas venue traiter l'uranium avec le Niger à un meilleur prix que la France? Si la Chine voulait vraiment le bien de l'Afrique. Pourquoi la Chine n'est pas au Niger pour dire à Mamadou Issoufou, bon, la France te pille et te paie mal l'uranium. Nous sommes Chinois, on s'en fout de la politique. Nous, on va te payer 2 fois plus que la France te paye. Façon le contrat. Quel jour la Chine a fait ça un jour? Jamais. Pourtant, ils reçoivent 9 000 tonnes d'uranium chaque année de la France. Et la France, officiellement, extrait 6 000 tonnes au Niger. Quand elle enlève pour sa propre consommation, qui est de 3 000 à 4 000 tonnes dans l'année, où gagne-t-elle le reste pour livrer 9 000 tonnes à la Chine chaque année, sans faillir au contrat depuis 4 ans? C'est à cette question que mes frères panafricanistes doivent répondre comme cela. Chaque Africain verra la vérité, que le sommet Chine-Afrique n'est rien d'autre que le nouveau sommet France-Afrique. Il n'y a rien de neuf sur les tropiques.